Bonjour les amis, bienvenue de retour sur Histoire Reddit. Alors, imaginez ça. Vous êtes à 3 semaines de votre mariage. Tout est prêt, la robe est suspendue, le lieu est réservé, vos parents ont dépensé une petite fortune, et là, votre fiancé décide, vous savez ce qui serait absolument hilarant? Une blague. Pas un coussin péteur. Pas une fausse araignée. Non, non, non. Quelque chose de bien plus créatif. Quelque chose que, et je suis généreux ici, seule une personne avec l'intelligence émotionnelle d'un plot de signalisation trouverait drôle. Et le meilleur dans tout ça? Il ne comprenait absolument pas pourquoi elle était bouleversée. Genre, le mec s'est réveillé le lendemain en pensant que c'était une anecdote sympa à raconter à un dîner. Mais là où ça devient encore meilleur, elle ne s'est pas contentée d'en pleurer. Elle n'a pas juste posté une story triste sur Instagram. Oh non. Elle est passée en mode joueuse d'échecs pendant que lui jouait encore aux dames. Restez jusqu'à la fin, parce que cette histoire se termine de la manière la plus satisfaisante possible. Le frère jumeau de mon fiancé s'est fait passer pour mon futur mari dans mon lit, mais après avoir annulé le mariage, j'ai porté plainte et ça a explosé comme un feu d'artifice là où le soleil ne brille jamais. Je suis assise ici sans grand-chose à faire à part y penser, alors je me suis dit que c'était une bonne idée, peut-être pas, de m'asseoir et d'écrire pour que d'autres puissent découvrir comment j'ai dû annuler mon mariage à la dernière minute à cause de 2 idiots identiques. Pas seulement en personnalité, mais aussi physiquement, parce que ce sont 2 jumeaux idiots. Il y a quelques jours, j'étais censé me marier dans une grande salle. À la place, j'ai passé cette journée sur le canapé de ma meilleure amie à regarder des émissions nuls et à manger plus de sucreries que vous n'en autoriseriez jamais à un enfant. À moins que votre objectif soit de lui faire pourrir les dents et qu'il meure d'une overdose de sucre. Mes parents ont payé la salle. Ma robe de mariée est toujours suspendue dans le placard, là où je ne peux même pas la regarder. Je vais devoir la donner à une association qui aide les femmes qui n'ont pas les moyens d'acheter une robe, j'ai déjà fait mes recherches. Mais pour l'instant, je ne peux pas. J'ai une mission, finir toutes les sucreries avant Halloween. Mais avant d'entrer dans les détails, laissez-moi vous parler un peu de l'idiot numéro 1 et de son frère. J'ai rencontré Brad, 29 ans, quand j'en avais 24 et lui 25. On a commencé à sortir ensemble, mais il a fallu environ 3 ans avant qu'il me demande en mariage. Sur le moment, ça m'a semblé très romantique, surtout qu'il m'a offert la bague de sa grand-mère. Et ce n'était pas n'importe quelle bague, une bague en or avec un petit diamant. Mais au-delà de ça, ce que j'aimais le plus, c'était le geste. J'ai porté cette bague tous les jours pendant l'année suivante, pendant qu'on organisait le mariage. Notre vie était normale. On dînait avec mes parents un dimanche sur 2. Ses parents vivaient à 2 heures, mais on allait les voir une fois par mois. Son frère jumeau, Evan, également 29 ans pour des raisons évidentes, même si mentalement aucun des deux n'a quitté le ventre de leur mère, vivait dans la même ville que leurs parents et travaillait dans l'entreprise familiale. Evan et Brad étaient des jumeaux identiques. Exactement les mêmes. Même taille, même corpulence, souvent la même coupe de cheveux. Même voix. La première fois que j'ai rencontré Evan lors d'un barbecue familial, je ne savais même pas que Brad avait un jumeau. Il m'avait juste dit qu'il avait un frère, sans plus. Du coup, pendant la réunion de famille, je suis allé lui faire la bise en pensant que c'était Brad. Tout le monde a ri, y compris les 2 idiots. Heureusement, avec le temps, j'ai appris à repérer de petites différences. Brad avait une petite cicatrice au sourcil gauche à cause d'un accident d'enfance. Evan non. Revenons au mariage qui aurait dû avoir lieu il y a quelques jours. On avait choisi un samedi. Mes parents ont payé la compte, parce qu'ici, ce sont généralement les parents de la mariée qui s'occupent de ses dépenses. La liste des invités n'était pas énorme, mais les coûts montent vite avec ce genre d'événement. On a essayé d'économiser un peu ici et là, mais mes parents ne roulent pas sur l'or. Malgré tout, tout avançait comme prévu. 3 semaines avant le mariage, on a organisé les enterrements de vie de célibataire. Brad voulait aller à Las Vegas avec ses amis. Je lui ai dit que je préférais quelque chose de simple. On en a longuement discuté. Il m'a dit que son frère et ses amis préparaient quelque chose de grand. Je lui ai répondu que je n'étais pas à l'aise avec les clubs de striptease ou quoi que ce soit qui manquerait de respect à ce qu'on s'apprêtait à se promettre. Il a accepté. On a convenu qu'il irait dans un bar sportif avec ses amis, et peut-être une soirée casino chez un ami. Moi, j'ai organisé une dégustation de vin avec mes demoiselles d'honneur, suivie d'un dîner. La soirée avait lieu un vendredi. Celle de Brad aussi. Mes amis sont venus me chercher à 18 h. On est allé dans 3 vignobles différents en dehors de la ville. Au moment du dîner, j'avais bu plus de vin que d'habitude en un mois entier. Ma meilleure amie n'arrêtait pas de remplir mon verre en me disant que je devais me détendre. Je ne bois pas autant normalement. Au dîner, j'avais du mal à lire le menu. On est rentré à l'appartement que je partageais avec Brad vers minuit. Je me souviens être monté les escaliers, je n'étais pas complètement ivre, mais très fatigué. Je voulais juste dormir. Je me souviens être entré dans la chambre et avoir vu quelqu'un déjà dans le lit. Les lumières étaient éteintes, mais je voyais la silhouette sous les couvertures. J'ai supposé que c'était Brad, qu'il était rentré plus tôt. Je me suis changé dans la salle de bain, me suis brossé les dents, puis je me suis glissé dans le lit. La personne s'est tournée vers moi et m'a embrassé sur le front. J'ai répondu au baiser en disant que j'étais fatigué,
puis je me suis endormi immédiatement. Je me suis réveillé à 11 h le lendemain matin. J'avais mal à la tête. Je suis resté au lit encore une demi-heure avant de me décider à me lever. Puis j'ai entendu des voix dans le salon, des voix d'hommes, au pluriel. Je me suis levé et je suis sorti de la chambre. Brad était assis sur le canapé. Evan était dans le fauteuil à côté. Tous les deux buvaient du café. Tous les deux riaient. Je suis resté dans l'encadrement de la porte à les regarder. Brad a levé les yeux et a souri. Il a dit « Bonjour ». Evan m'a fait un signe de la main. J'ai demandé pourquoi Evan était là. Brad a dit qu'il était resté dormir chez nous après la soirée. Puis Evan s'est mis à rire encore plus fort. Il a dit qu'il n'avait pas dormi sur le canapé. Brad s'est joint à son rire. Je suis resté là, attendant une explication. Evan a dit qu'il avait dormi dans mon lit. Il a expliqué que Brad avait dormi chez un ami, plus près du bar, pour ne pas avoir à conduire. Evan était revenu à l'appartement parce qu'il ne voulait pas rentrer dans sa ville en pleine nuit, et Brad lui avait donné les clés. Puis, en riant, ils ont dit que le meilleur, c'était que j'étais rentré et que je m'étais couché avec lui sans me rendre compte que ce n'était pas Brad. J'ai regardé Brad, furieuse. Il continuait de sourire. Il trouvait ça hilarant. Evan lui avait envoyé un message juste après que je me sois endormi, et il n'arrêtait pas d'en rire. J'ai demandé s'il était sérieux, si c'était une blague. Evan a rappelé le moment où je lui avais fait un bisou de bonne nuit. Brad a dit que c'était la chose la plus drôle qu'il avait entendue depuis des mois. Je suis retourné dans la chambre. Très en colère, d'ailleurs. J'entendais encore leur voix et leur rire dans le salon. J'ai regardé le lit et j'ai commencé à réfléchir à quel point c'était inapproprié. Je n'ai jamais autorisé Evan à se mettre dans ce lit, ça ressemblait à une intrusion dans ma vie privée, voire à quelque chose de bien pire. J'ai commencé à imaginer ce qui aurait pu se passer si je m'étais réveillé au milieu de la nuit, vous voyez l'idée. Je suis retourné dans le salon. J'ai demandé à Evan de partir. Il a arrêté de rire parce que mon visage avait changé. Il n'a pas aimé mon ton, mais il a dit qu'il allait partir de toute façon. Il est parti. Brad est resté sur le canapé et m'a demandé si j'allais bien. Je lui ai demandé s'il pensait vraiment que j'allais bien avec ce qu'ils avaient fait. Il a minimisé en disant qu'il ne s'était rien passé. On s'est disputé, je lui ai dit que ce que son frère avait fait était inapproprié, et il m'a répondu que ce n'était pas grave, juste une blague. J'ai dû lui poser la question, parce que je n'arrivais pas à croire qu'il ne voyait pas le problème, quel genre d'homme il était, pourquoi il avait laissé sa future femme dormir avec un autre homme dans le lit. Là, il a semblé réagir, cherchant ses mots pour que ça paraisse moins grave. Pas pour ma sécurité, mais pour sa fierté masculine. Au final, il a argumenté qu'Evan n'était pas n'importe qui, qu'il lui faisait confiance, que ce n'était qu'une blague et que ça ne comptait pas comme quelque chose d'étrange. Je lui ai demandé comment il réagirait si un de mes amis hommes se faisait passer pour moi et se mettait dans son lit. Il a répondu qu'il n'aimait pas les hommes, et je lui ai dit que moi non plus, je n'aimais pas son frère. Puisque, selon lui, je réagissais de façon excessive, je lui ai demandé pourquoi. Il avait déjà fait quelque chose de ridiculement stupide, je voulais voir ce qu'il allait encore inventer. Selon Brad, Evan était son frère et il faisait ce genre de choses tout le temps en grandissant. C'était une tradition familiale de se faire des blagues, et ça n'était rien comparé à d'autres choses, hilarantes, qu'ils avaient faites auparavant et qu'il était prêt à me raconter. Je lui ai dit qu'il pouvait les garder pour lui, ça ne m'intéressait pas. Dans son attitude totalement narcissique, j'étais celle qui transformait ça en quelque chose de grave, alors que pour moi, c'était exactement ce que c'était, j'avais dormi avec un homme sans avoir donné mon consentement. Et même s'il n'y avait rien de sexuel, je n'aurais jamais consenti si j'avais su que c'était lui. Pour empirer les choses, il a dit que je transformais une histoire drôle en drame. Pour moi, ça n'avait toujours rien de drôle. Il a suggéré que j'avais peut-être besoin de me détendre. Je lui ai suggéré de s'excuser, parce que je n'avais toujours entendu aucune excuse. Mais voici le fait, il ne s'excuserait pas pour quelque chose qui n'était pas grave et qui était juste une blague. On a tourné en rond comme ça pendant 1 heure. Finalement, il a proposé que j'aille chez une amie pendant quelques jours pour me calmer. J'étais dramatique et il ne voulait pas gérer ça à ce moment-là. On en reparlerait quand je me serais calmé. J'étais en colère, et cette colère n'est pas redescendue une seule seconde. Alors je lui ai dit que j'avais une blague pour lui, qu'il n'y aurait pas de mariage. Puis je lui ai précisé que ce n'était pas une blague. J'ai fait ma valise et je suis parti. Je suis resté chez mon amie. Elle vivait seule dans un petit appartement en centre-ville. Elle m'a laissé son lit et a dormi sur le canapé. Je n'ai pas eu de nouvelles de Brad pendant 3 jours. Le 4e jour, sa mère m'a appelé. Elle m'a dit que Brad lui avait raconté ce qui s'était passé et elle a répété la même chose que lui, que ce n'était qu'une blague et que je devrais mieux le prendre. Je devais comprendre que les hommes sont comme ça, qu'ils aiment faire des farces. Pour elle, c'était inoffensif et j'étais en train de gâcher le mariage pour rien. Je lui ai répondu qu'elle avait raison, je gâchais le mariage pour rien, autrement dit pour son fils. Puis j'ai raccroché. Le 5e jour, le père de Brad m'a appelé. Il m'a dit que je devais retourner vivre avec Brad. Selon cet homme totalement déconnecté de la réalité, j'étais irrespectueuse parce qu'il dépensait beaucoup d'argent qu'il ne voulait pas perdre. J'ai dû lui rappeler que c'était mes parents qui payaient le mariage, tandis qu'eux ne payaient que le dîner de répétition.
Pour lui, ça restait beaucoup d'argent. J'ai raccroché aussi. Mon ami n'arrêtait pas de me dire que j'avais raison d'être en colère. Mes parents sont venus me voir et m'ont dit de ne pas m'inquiéter pour l'argent, que le plus important était de prendre la bonne décision concernant la personne avec qui je voulais passer le reste de ma vie. Épouser quelqu'un qui met un autre homme dans mon lit comme une blague ne faisait pas partie de la vie que je voulais. Je les ai remerciés de ne pas me mettre de pression à propos de l'argent, mais je voulais quand même agir. Le matin du mariage, Brad m'a appelé. Il était 8 heures. J'ai répondu. Il m'a demandé si j'avais fini ma crise. C'était ses mots exacts. Je lui ai demandé s'il était sérieux. Il a dit oui. Le mariage était dans 6 heures et il voulait savoir si j'allais venir. Je lui ai répondu que je lui avais déjà dit qu'il n'y aurait pas de mariage. Il s'est mis à crier, disant que je détruisais une relation pour quelque chose d'absurde, comme une blague, et que c'était de ma faute si j'en faisais toute une histoire. Si je n'acceptais pas de mettre ma robe et d'y aller, je le regretterais toute ma vie, parce que personne d'autre ne voudrait de moi. J'étais une femme difficile et dramatique, à qui il faisait une faveur en l'épousant. On a encore parlé de la blague et de ce qui s'était passé. Lui pensait que ça allait me faire changer d'avis, moi, j'enregistrais pour avoir des preuves supplémentaires. Heureusement, mes parents avaient déjà appelé tout le monde de mon côté pour annoncer l'annulation du mariage. Ils ont aussi expliqué les raisons, et je ne pense pas qu'une seule personne ait trouvé que c'était juste une blague. L'annulation de dernière minute n'a pas permis à mes parents de récupérer tout l'argent, mais une partie oui. Par exemple, pour la nourriture, ils ont perdu la compte, mais comme rien n'avait encore été préparé, ils n'ont pas eu à payer le reste. Pour la salle et d'autres choses, non, mais financièrement, ce n'était pas aussi catastrophique. J'ai passé la journée chez mon ami. Le lundi matin, avec toutes les preuves en main, je suis allé au commissariat pour déposer plainte contre le frère. J'ai aussi rencontré un avocat, et nous allons engager une procédure contre lui. Je compte récupérer le reste de l'argent d'une manière ou d'une autre. Oui, la procédure civile ne suffira pas à rembourser mes parents, je vais utiliser la plainte pénale comme levier pour les pousser à payer le reste. Je n'ai pas encore eu de nouvelles de mon ex-fiancé. La dernière communication remonte à après le mariage, lorsqu'il a dit quelque chose parce que je ne me suis finalement pas présenté. Ils ne sont pas venus non plus, pour éviter la honte, et ils ont dû appeler tous leurs invités ce matin-là pour leur annoncer que le mariage était annulé. Eddie, je n'ai pas parlé d'autres blagues parce que, à part celle où j'ai rencontré Evan, il n'y en avait pas d'autres de ce genre. Je pensais que c'était un cas isolé et que j'avais simplement réalisé que je n'aimais pas ce genre de choses. Quant à Evan, il n'a rien dit depuis ce matin où il est parti de la maison. Mise à jour 1. Cela fait maintenant 3 semaines depuis mon poste initial, et j'ai assez d'éléments pour écrire quelque chose de nouveau. Je suis toujours chez mon ami, mais j'ai commencé à chercher mon propre logement. Je ne peux pas continuer à dormir dans son lit pendant qu'elle prend le canapé. Je lui ai proposé de dormir moi-même sur le canapé parce que ça ne me dérange vraiment pas, mais elle refuse. C'est une très bonne amie, je ne sais pas si je mérite quelqu'un comme elle. Je me souviens avoir plaisanté une fois en disant que Brad était un bon petit ami et qu'elle pourrait sortir avec son frère. Elle a eu de la chance que ça n'arrive pas, donc je considère ça comme mon cadeau pour elle. 2 jours après mon poste, j'ai reçu un email du père de Brad. C'était un tableau Excel. Il y avait toutes les dépenses qu'ils avaient payées, une toute petite partie comparée à ce que mes parents ont payé. Le dîner de répétition aurait coûté 4 000 $. Ils ont payé des chambres d'hôtel pour certains membres de la famille de Brad venus de loin, encore 2 000 $. Ils ont acheté de nouveaux costumes pour Brad et Evan. Ils ont aussi payé les dépenses de l'enterrement de vie de célibataire. Le total montait à 9 000 $. À la fin du mail, il écrivait que je devais les rembourser intégralement puisque c'était moi qui avais annulé le mariage. Le pire, c'est que, tout comme mes parents, ils auraient pu récupérer une bonne partie de cet argent s'ils avaient simplement annulé dès que j'avais dit à Brad qu'il n'y aurait pas de mariage. Ils l'ont probablement fait, et je suis sûr que même avec le mariage maintenu, ça ne faisait pas 9 000 $, ils cherchent juste à m'intimider. J'ai transféré le mail à mon avocat, celui qui gère la procédure, et il m'a expliqué qu'un tableau Excel ne prouve rien, qu'il faudrait des factures s'ils veulent me poursuivre. Pour l'instant, ce n'est qu'une demande informelle de leur part. S'ils veulent m'emmener en justice, ils peuvent essayer, mais ils perdront. Le lendemain, j'ai reçu un autre email de la mère de Brad. Elle a ajouté que je devais aussi payer des frais pour le stress émotionnel que j'avais causé à son fils et au reste de la famille. Oui, y compris Evan. Concernant la plainte à la police, il n'a pas encore été arrêté officiellement, mais l'affaire est en cours d'enquête. Je sais qu'il a été convoqué pour donner sa version et que toutes les preuves sont en cours d'analyse. Pour l'instant, Evan ne me dit toujours rien, il est probablement conseillé par un avocat. Une semaine après ces emails, mon ami et moi sommes allés récupérer mes affaires à l'appartement. J'avais écrit à Brad la veille pour le prévenir. Il n'a pas répondu. Je lui ai réécrit le matin même pour lui dire que j'arriverais à 14 h. Il a répondu avec un seul mot, d'accord. Quand nous sommes arrivés, Brad était au téléphone. Il parlait assez fort pour que je l'entende depuis le couloir. Il racontait à son interlocuteur l'histoire de son ex-fiancée folle, qui avait perdu la tête à cause d'une blague. Il pensait que ça m'atteindrait, mais ce n'était pas le cas.
Il est resté au téléphone tout le temps, assis sur le canapé, à parler. J'ai emballé le reste de mes vêtements, mes livres et les affaires de cuisine que j'avais apportées en emménageant. Mon ami m'a aidé à transporter les cartons jusqu'à sa voiture. Brad ne m'a pas adressé un seul mot. Quand on a terminé, j'ai laissé ma clé sur le comptoir et je suis parti. Un peu enfantin de sa part, mais on ne parle pas vraiment de la personne la plus mature que j'ai rencontrée. Ce soir-là, Evan m'a envoyé un message qui semblait rédigé par un avocat, vu le ton. Je ne vais pas recopier le message exact, mais il voulait s'excuser officiellement et affirmait que ce n'était qu'une blague dans sa famille. Il disait se sentir mal et espérait que je pourrais lui pardonner. Brad lui avait dit que tout irait bien, et il pensait simplement que ça ne prendrait pas une telle ampleur. Je suppose que la conversation avec la police ne s'est pas bien passée, s'il s'incrimine presque lui-même. Mais j'avais des enregistrements de Brad, et il a dû en entendre parler. Peut-être que c'est pour ça qu'il essaie maintenant de rejeter la faute sur son frère. Je ne me soucie pas des excuses, je ne retirerai pas la plainte et nous allons poursuivre. S'ils veulent faire des blagues, ils pourront le faire devant un juge, on verra jusqu'où ils iront. Tout le monde est drôle jusqu'à ce que la police et les avocats entrent en jeu, là, les excuses arrivent avec des « je ne pensais pas que ça irait aussi loin ». De mon côté, je suis sur le point de signer pour un appartement et de laisser mon ami tranquille. Ce n'est pas seulement pour ça, j'ai aussi besoin de mon espace et d'être seul pour digérer tout ça. Si j'ai de la chance, je signerai bientôt et je pourrai déménager rapidement. Sinon, je continuerai à chercher. Attendez une seconde, c'est moi. Alors, la mise à jour vient de confirmer quelque chose que beaucoup d'entre nous pressentaient déjà. Brad savait. Il savait qu'elle ne reviendrait pas. Et au lieu de se présenter avec ne serait-ce qu'un minimum d'humilité, il était assis sur ce canapé, parlant fort de son ex-fiancée folle, pendant qu'elle emballait sa propre vie dans des cartons. Dans sa propre maison. Dans laquelle elle vivait aussi. Prenez un moment pour réaliser ça. Ce n'est pas quelqu'un qui a le cœur brisé. C'est quelqu'un qui est humilié et qui essaie de réécrire l'histoire avant que quelqu'un d'autre ne le fasse. Parce que s'il arrive à la faire passer pour la méchante assez vite, peut-être que personne ne posera trop de questions sur ce qui s'est réellement passé. Et puis la petite excuse rédigée par un avocat, d'Evan? Franchement. Ce n'était pas des remords. C'était du contrôle des dégâts avec une jolie mise en page. La seule raison pour laquelle ce message existe, c'est que la discussion avec la police ne s'est clairement pas déroulée comme il l'avait prévu. Soudainement, le type qui riait autour d'un café veut du pardon. Drôle de timing. Mais voici la vérité dérangeante. Elle a vécu avec cet homme. Elle a partagé un lit, une cuisine, des dîners du dimanche avec ses parents, des sorties mensuelles avec sa famille. 4 ans. Et pendant tout ce temps, elle n'a jamais vu qu'au fond, c'était quelqu'un qui ferait passer sa fierté avant sa dignité à elle. Ce n'est pas de la stupidité de sa part. C'est simplement comme ça que fonctionne la manipulation. C'est discret, confortable, et ça ne montre son vrai visage que lorsque vous commencez enfin à résister. Et c'est ça, la partie qui fait vraiment mal. Maintenant, retour à l'auteur du post. Mise à jour 2. Nous sommes à 2 mois de ma dernière mise à jour. J'ai emménagé dans un appartement, qui n'est finalement pas celui que je pensais signer dans mon précédent poste. Quelqu'un l'a obtenu avant moi, et j'ai dû chercher autre chose. Je préférais le premier, mais celui-ci n'est pas si mal une fois que je commence à le décorer à mon goût. J'ai déjà reçu quelques visites de la famille et des amis, donc ça va. Il y a 3 semaines, la mère de Brad m'a appelé avec un nouveau numéro. C'était pour me dire que Brad allait mal. Il buvait plus que d'habitude et avait coupé les ponts avec Evan. Si j'acceptais de retirer la plainte et le signalement, qui, à ce stade, incluait aussi Brad, tout pourrait redevenir normal. Je lui ai répondu que la prochaine fois qu'ils appellent, ils devraient avoir un chèque signé pour les dépenses de mon père. La semaine dernière, j'ai appris par une amie qui utilise des applications de rencontres que Brad y était déjà. Donc bon, pour le côté, très triste, on repassera. En fait, sur plusieurs applications. Mon ami m'a envoyé des captures d'écran. Dans son profil, il ne mentionne pas qu'il aime faire des blagues. Ce serait pourtant utile pour ses futurs partenaires de bien savoir à quoi s'attendre. Hier, mon ami chez qui j'ai séjourné m'a dit qu'elle avait croisé Evan au supermarché. Il a demandé des nouvelles de moi, mais d'une manière assez dérangeante. Elle ne lui a rien dit, elle s'est contentée de partir faire ses courses ailleurs. Bientôt, nous aurons la première audience devant le juge concernant la plainte contre Evan, qui a aussi éclaboussé Brad. Selon comment cela se passe, il est probable que nous recevions une offre concernant la procédure civile. Nous continuons avec notre plan de poursuivre et de récupérer l'argent de mes parents. Le pire scénario serait de ne rien obtenir et d'avoir en plus payé l'avocat, sans compter tout ce que je dois rembourser à mes parents. Je sais qu'ils m'ont dit de ne pas m'inquiéter, mais je vais leur rendre chaque centime, parce que c'est comme ça que je suis. Même si j'avais le choix, je préférerais que la famille de mon ex-fiancé paie tout. Surtout Evan et Brad, qui sont les responsables. Mise à jour 3. La semaine dernière, mon ami m'a dit que Brad s'était fiancé. Seulement 5 mois se sont écoulés depuis le mariage qui n'a jamais eu lieu. Ça ne me dérange pas, mais je trouve ça curieux que sa mère ait prétendu qu'il était si mal. Pour tous ceux qui doutent des applications de rencontres, apparemment ça fonctionne.
Ou peut-être qu'il l'a rencontrée ailleurs, je n'en sais rien. Je ne sais pas qui est cette femme, je ne la connaissais pas quand j'étais avec lui. Ça pourrait être quelqu'un avec qui il me trompait, ce qui aurait beaucoup de sens, ou quelqu'un rencontré récemment. Je ne trouve pas un engagement rapide si étrange, ce ne serait pas le premier cas que j'entends. J'ai pensé à prévenir cette femme, puis j'ai décidé que ce n'était pas à moi de le faire, et que ça ferait un peu mesquin. Elle finira bien par le découvrir elle-même. J'espère juste que ce sera avant le mariage. À moins qu'elle aime les blagues et qu'il soit son partenaire idéal. Qui sait, il doit bien exister d'autres amateurs de farce. Je ne fréquente personne, et je ne cherche pas à le faire. Les gens me posent parfois la question et je réponds simplement que je me concentre sur moi-même en ce moment. Ça met généralement fin à la conversation. Maintenant, ce que vous voulez savoir, l'audience avec le juge. Pour être honnête, ça s'est plutôt mal passé. Brad et Evan étaient chacun représentés par un avocat différent. Et ça veut toujours dire que l'un va rejeter la faute sur l'autre, ce qui est exactement ce qui s'est produit. Evan a dit que Brad l'avait convaincu de faire la blague, que ce ne serait pas grave. Pendant ce temps, Brad a affirmé que l'idée venait d'Evan et qu'il l'avait fortement poussé parce que ça faisait partie de l'enterrement de vie de célibataire. J'ai dû témoigner et raconter ce qui s'était passé, pendant qu'eux donnaient leur version. Ce n'est pas une affaire extrêmement grave, puisqu'il n'y a pas eu de harcèlement continu. Et même si aucun des deux ne finira en prison pour ça, il est probable qu'il soit inscrit au registre des délinquants sexuels. Ou au moins Evan. C'est pour cela que, environ 3 jours plus tard, l'avocat d'Evan a présenté une offre assez généreuse couvrant les dépenses de mes parents et celles de mon avocat. Pas entièrement, mais nous pensons que c'est négociable. En échange, je dois retirer la plainte, ce que je peux encore faire, et je n'ai pas le droit de parler de cette histoire à qui que ce soit, sous peine d'être poursuivi. Je n'ai pas encore pris ma décision. Nous pensons que l'argent n'est pas le vrai problème, il faut simplement négocier pour atteindre le montant souhaité, celui qui couvre toutes les dépenses. Mais j'aimerais pouvoir parler de tout ça, car ces procédures sont la seule raison pour laquelle je n'ai pas publié cette histoire avec mon vrai nom. Je ne vais pas cacher ce qu'ils ont fait, et j'attendais la fin de tout ça pour publier en les nommant. Mise à jour 4. Ne jamais dire que ce sera la dernière mise à jour, mais si je ne reviens pas après celle-ci, c'est que ce sera le cas. On ne sait jamais, car de nouvelles choses peuvent toujours arriver. Mais après avoir écrit ceci, au moins pour moi, c'est terminé. Les avocats ont négocié. Et même si j'ai obtenu une somme qui couvre à peine ce que mes parents ont dépensé, pas les frais de mon avocat, nous avons réussi à supprimer la clause qui m'interdisait d'en parler. Et croyez-moi, j'en ai parlé, mais ça, je vous le raconterai plus tard. La vérité, c'est que cet accord ne me dérange pas tant que ça, parce que l'affaire pénale aurait pu ne mener à rien, et dans la procédure civile j'aurais pu obtenir encore moins. Peut-être qu'il n'aurait même pas été inscrit au registre des délinquants sexuels, ce qui aurait été assez problématique. Et puis, après ce que j'ai fait, ils n'ont même pas besoin d'y figurer. Mes parents ont accepté le chèque uniquement parce qu'il venait d'eux et parce que je leur ai dit que l'accord couvrait aussi les frais de mon avocat. Ce n'était pas vrai, mais si je leur avais dit, ils m'auraient dit de garder l'argent. Alors j'ai publié mon histoire sur les réseaux sociaux avec des preuves et des éléments concrets, comme les audios que j'avais enregistrés et les messages. C'était un beau feu d'artifice. Sauf qu'au lieu de lumière et de bruit, c'était une énorme dose de karma pour Evan, Brad et leur famille, ou au moins leurs parents. On peut aussi voir ça comme un feu d'artifice qu'ils avaient dans le derrière et que j'ai allumé pour tout faire exploser. Evan et Brad ont tous les deux été licenciés. Je ne sais pas si c'est uniquement à cause de cette blague, mais honnêtement, je m'en fiche. Evan fréquentait une fille qu'il n'avait jamais présentée à sa famille alors que moi, j'en faisais partie. Il l'a présentée plus tard, mais leur relation s'est terminée après que mon poste lui soit parvenu. Ce n'était pas de ma faute, mais elle m'a contacté pour me dire certaines choses. Notamment qu'Evan allait être renvoyé. Elle l'a quitté presque immédiatement. Brad a aussi rompu ses fiançailles, mais pas pour les mêmes raisons. Sa fiancée savait apparemment ce qui s'était passé, car elle avait publié sur ses réseaux à quel point elle était heureuse de l'avoir quitté à cause d'une blague, pour pouvoir trouver un homme merveilleux. Je ne connais pas sa tolérance aux blagues, mais elle l'a quitté après une blague de très mauvais goût et après qu'il a perdu son emploi. Peut-être que la blague n'y est pour rien, mais je vais quand même vous la raconter et vous ferez votre propre avis. La blague consistait à lire son journal intime et à en faire une vidéo avec des phrases soi-disant motivantes, où le gag était qu'elle y racontait des choses personnelles sans rien de motivant. Le tout avec une musique inspirante en fond pendant que défilaient des captures d'écran de son journal. On pouvait aussi entendre la voix de Brad les lire. La dernière chose que je sais, c'est que leurs parents, et sans doute le reste de leur famille, ont honte d'eux. Pas parce que leur affaire serait tordue, mais parce que les gens pensent simplement qu'ils sont stupides. Sur mes publications, à travers plusieurs profils et réseaux sociaux, les gens avaient beaucoup à dire sur eux. L'intelligence les poursuit mais ils sont plus rapides. La blague est contre eux. Certains ont aussi demandé à Brad s'il aimait le libertinage et s'il faisait partie de ces hommes qui aiment voir leur femme avec un autre dans leur lit. Ce n'était pas très différent d'ici, sauf que ces commentaires pouvaient être lus par eux et leurs proches. Si vous voulez mon avis, ce sont les meilleurs frais d'avocat que j'ai jamais payés. C'étaient les seuls, mais ça n'enlève rien au fait que c'étaient les meilleurs.
Je pense que les moqueries et leur réputation d'idiot vont les suivre pendant un bon moment. Et dit, dans mes publications, je les ai appelés « Dumb and Dumber », comme ici, ce qui explique pourquoi quelqu'un a modifié l'affiche du film avec leur visage. Je crois même que quelqu'un a créé des emojis avec leur tête, en modifiant celle des personnages. Ce qui est logique, puisqu'ils sont identiques, de Jim Carrey. Alors ma famille YouTube, voici mon avis là-dessus. Brad et Evan pensaient sincèrement que c'était drôle. Genre, ils se sont réveillés le lendemain matin, café à la main, en train d'en rire ensemble. Rien que cette image vous dit tout ce que vous devez savoir sur ces deux-là. Ce n'était pas juste une blague qui a mal tourné, c'était un énorme signal d'alarme déguisé en clown qu'elle a, d'une manière ou d'une autre, ignoré pendant 4 ans. Et honnêtement, ce n'est pas entièrement de sa faute. Les gens savent très bien cacher qui ils sont vraiment quand ils le veulent. Ce qui me frappe le plus, c'est la réaction de Brad tout au long de cette histoire. Pas une seule fois, pas une seule, il n'a montré de véritable remords. Chaque réponse tournait autour de lui. Son ego, son embarras, sa commodité. La traiter de dramatique, lui dire de se calmer, puis le matin du mariage lui demander si sa crise était terminée. Ce n'est pas quelqu'un qui vous aime. C'est quelqu'un qui vous voit comme un problème dès que vous cessez d'être d'accord avec lui. Et Evan ? Evan ne s'est excusé que lorsque la police est intervenue. Drôle comme ça fonctionne, non ? Soudainement, ceux du camp, ce n'était qu'une blague, retrouvent leur bonne manière quand un juge entre en scène. Maintenant, voilà ce que je respecte vraiment, elle ne s'est pas contentée de partir en silence. Elle a tout documenté, pris un avocat, déposé des plaintes, et quand l'accord est finalement tombé et qu'elle a eu la liberté de parler, elle a allumé la mèche. Tous les deux ont perdu leur travail, leur relation et leur réputation. Tout ça parce qu'ils pensaient que les conséquences n'étaient pas réelles. La leçon ici est tellement simple que ça en devient presque douloureux, la façon dont quelqu'un réagit quand vous posez une limite vous montre exactement qui il est. Elle a dit que ce n'était pas acceptable, et lui a répondu qu'elle était dramatique. Toute l'histoire est là. Le reste, c'était juste l'univers qui lui donnait raison. Aussi, et je ne peux pas insister assez là-dessus, si votre partenaire se moque de vous au lieu de rire avec vous quand vous êtes réellement blessé, fuyez. Ce n'est pas de l'amour. C'est juste quelqu'un qui n'a pas encore rencontré un bon avocat. Alors les amis, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. Et merci de m'avoir rejoint sur Histoire Reddit. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. À très bientôt pour la prochaine vidéo.